Ce qui m'a toujours marqué, c'est que j'ai pu rencontrer des personnes qui étaient extraordinaires humainement. Ils avaient aussi des idées qui étaient vraiment bonnes, mais pour le coup, en fait, ils n'arrivaient jamais à aller à leur plein potentiel. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustré dans ma vie. Et du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce qui les empêche de pouvoir aller à leur plein potentiel? Qu'est-ce qui m'empêche moi-même de pouvoir exploiter ce plein potentiel? Et donc, pour ça, en fait, j'ai décidé de créer cette chaîne YouTube, de me renseigner, de lire des livres, énormément de livres sur ça, sur la productivité, sur la motivation, sur l'idéologie de la croyance de pouvoir réaliser ce qu'on souhaite réaliser. Et pour moi, c'est super important de pouvoir parler de ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment les personnes en fait peuvent être influencées par leur environnement. Et quand je dis environnement, c'est à la fois cet environnement, par exemple, comment ma chambre est organisée, mais pas que. Je peux aussi parler de l'environnement social. La pression sociale, elle existe réellement. D'ailleurs, il y a énormément de débats qui sont clos, alors que ce seraient des débats légitimes, mais tant la pression sociale est élevée, au final, on n'arriverait jamais à pouvoir débattre de ces sujets. Par exemple, une femme aujourd'hui qui souhaite rester mère au foyer, bah, c'est quelque chose qui est mal perçu et elle va subir une pression sociale par les autres parce que bah, elle ne travaille pas. Or, être mère au foyer, c'est pas quelque chose d'indigne, c'est pas quelque chose qui a moins de valeur que d'aller travailler. Et être mère au foyer, c'est consacrer du temps pour développer son enfant. Donc de base, les intentions sont bonnes. Et donc, ça m'amène en fait à penser et à avoir une réflexion sur comment notre entourage, mais aussi les codes sociétals nous influencent à opérer dans la vie. Et bah, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Par exemple, il y a une étude très marquante que j'ai beaucoup aimée. Donc c'est en fait à l'armée lors de la guerre du Vietnam. En fait, après une étude américaine, ils se sont aperçus que près de 20% des personnes à l'armée lors de la guerre au Vietnam étaient toxicomanes, et notamment toxicomanes à travers l'héroïne. Donc c'est très grave, hein, ça fait une personne sur cinq du coup qui est accro à l'héroïne. Quand on sait que l'héroïne c'est une drogue qu'on estimait en fait être une drogue irréversible entre guillemets. En tout cas, c'est très dur de se détacher de ce genre de drogue. Pourtant, ils se sont aperçus que lorsque les personnes de l'armée rentraient chez eux, donc au sein de leur famille, leur environnement changeait totalement. Et en fait, seulement 8% de ces personnes-là, accros à l'héroïne, retombaient dans la drogue sur les 2 années qui suivaient leur retour. Donc c'est très peu, 8% de personnes qui étaient accro à l'héroïne, ça fait moins d'une personne sur 10. On est très loin des taux habituels que l'héroïne en fait procure en termes d'addiction. Donc comment en fait on peut en arriver à ce raisonnement? Bah finalement en fait c'est une preuve irréfutable que l'environnement c'est la source principale euh, de motivation de nos actions. Et en fait, c'est quelque chose d'inconscient. Et là, je pense qu'il y a une leçon très claire et très importante à avoir en fait envers nous-mêmes. Il faut être super humble et se questionner et se dire que bah, finalement, on n'est pas vraiment, véritablement maître de nos choix. Je pense d'ailleurs qu'on est beaucoup plus maître de nos choix lorsqu'on est seul. Mais encore une fois, ça va dépendre de nos croyances. Euh, Ce qui est sûr, bien sûr, lors de cette étude-là, on parle de personnes qui étaient dans un climat de guerre, 100% concentrées, 100% concernés par des niveaux de stress totalement mirobolants. Mais c'est pas la seule raison. Ils étaient aussi entourés de personnes toxicomanes. L'accès à la drogue était aussi super facile. Donc forcément, ça induit à beaucoup de personnes qui tombent accro et qui cultivent cette addiction à l'héroïne. Néanmoins, la réflexion, elle reste intéressante. Et donc, il y a une autre étude qui a été menée, cette fois-ci sur des chimpanzés. Donc, en fait, les chimpanzés, ils détiennent des techniques pour laver les fruits, pour les couper, etc., etc. Donc pour vivre en fait finalement. Et en fait ils se sont aperçus que certains singes avaient des techniques plus efficaces que d'autres.
et certains chimpanzés par rapport à d'autres chimpanzés. C'est important de le préciser, c'est pas dû à l'espèce. Donc tu apprends une technique qui est plus efficace que les membres de ta tribu. Pourtant, en fait, ce qui se passe, ils ont remarqué que ce singe-là, qui, quand il est seul, applique une technique plus efficace, lorsqu'il est avec sa tribu, en fait, on s'aperçoit qu'il n'utilise pas sa technique parce qu'en fait, il a peur de se faire rejeter par sa tribu. Et c'est ce qui se passe en fait aussi à l'échelle humaine, c'est-à-dire que je pense sincèrement qu'il y a énormément de personnes qui sont capables de réaliser vraiment de grandes choses. Je pense que tout le monde peut réaliser de grandes choses à vrai dire, mais je pense que du coup, par cet aspect sociétal, par cette pression sociale, on va avoir tendance plutôt à agir de manière à se faire accepter et surtout pour éviter la critique parce que c'est pas confortable. Donc il faut se questionner aussi là-dessus. Ça veut dire quoi en fait concrètement? Ça veut dire que ça a un lien, je pense, avec toutes les actions qu'on mène. Et ce qui est important de noter, c'est que aujourd'hui, dans notre société, il y a énormément de personnes qui n'agissent pas par conviction, qui ne décident pas de vouer leur vie à leur passion, à leur occupation favorite, à peut-être leurs compétences prédominantes, alors qu'au fond d'eux, ils le voudraient en fait. Mais ils vont pas le faire parce qu'il y a cette pression sociale et que le risque de ne pas se faire accepter par la tribu est beaucoup plus grand, plus important que le fait de faire le choix d'aller dans l'inconfort, mais finalement cet inconfort à long terme c'est leur raison de vivre, ou sans parler de raison de vivre, c'est leur passion. Par exemple, on peut citer plusieurs exemples. Si tu aimes la musique, si tu aimes la musique et que tu es fan de jazz, ok? Donc tu es fan de jazz, tu habites dans une grande ville, prenons Lyon ou Paris par exemple, et dans ton entourage, la plupart des personnes aiment la techno ou le rap, peu importe. Ce qui va se passer, c'est que tu vas pas consacrer ton temps à aller dans l'événement qui t'intéresse toi. La plupart du temps, tu vas te fier à la tribu parce que c'est plus confortable et parce que c'est ce rattachement à ces personnes, cette acceptation, ce sentiment d'être en groupe et de vivre en tribu, il est plus important, plus satisfaisant, parce que c'est un besoin primaire en fait, hein, d'être aimé et d'aimer et d'être aimé. Donc finalement en fait tes choix ils sont subordonnés par les choix des autres. C'est ce qui explique qu'il y a une conformité dans notre société qui est énormément qui est surdéveloppée, parce que aller au-delà de la norme, se questionner et faire des choses qui ne sont pas considérées comme normales, faire des choses qui sont propres à toi mais pas aux personnes qui t'entourent, c'est plus compliqué, plus inconfortable que le fait d'agir par conviction personnelle. Et moi, ça, c'est un truc qui m'inquiète. Parce que, en fait, on a tous des compétences qui nous sont propres. On a tous des passions qui nous sont propres. Alors pourquoi on ne dévoue pas notre vie à développer ses compétences, à enrichir cette passion, s'enrichir de cette passion, se nourrir de cette passion, parce que finalement, notre bonheur, il dépend aussi de ça. Il dépend d'être en corrélation, en cohérence avec nos envies personnelles. Évidemment qu'on est dans le partage, évidemment qu'il faut s'ouvrir à l'autre. Mais aujourd'hui, quelle est la proportion? La plupart des personnes, aujourd'hui, ils agissent en fonction de leur groupe. Okay, donc c'est important, je pense, d'avoir une réflexion là-dessus, de se poser des questions. Et je pense de définir en premier lieu qui on est, qu'est-ce qu'on aime réellement, qui on est, qu'est-ce qu'on veut défendre. Créer une identité qui nous est propre, et ça suffit pas évidemment, parce qu'une fois que c'est fait, ce qui est important c'est aussi de mener des actions qui vont dans ce sens-là. Donc ça commence par avoir une identité qui soit claire, précise, mais après il faut mener des actions. Donc qu'est-ce que tu vas faire jour après jour pour développer cette passion, développer cette compétence et finalement te sentir en cohérence avec toi-même. Donc je pense que ton bonheur dépend aussi grandement de ça.
Évidemment, il dépend grandement de ton attachement à la tribu, au groupe, le fait d'être aimé, et de t'aimer, d'aimer et d'être aimé. Mais aujourd'hui, je pense que ça c'est évident et on agit tous inconsciemment pour ça, beaucoup plus d'ailleurs que le fait d'agir pour nous-mêmes. Et c'est ce que je remarque parce que j'ai pris la décision de m'isoler un petit peu et depuis que je suis concentré sur moi-même, alors évidemment, cette attribution au groupe, à la tribu, c'est quelque chose qui me manque plus qu'habituellement parce que j'avais l'habitude d'être entouré tous les jours des personnes que j'aimais. Et c'est pas une échelle d'importance. L'idée, c'est de vivre en équilibre en fait entre ces deux attributs. Donc voilà, je t'invite à réfléchir à ça. N'hésite pas dans les commentaires à me dire ce que t'en penses. En tout cas, moi, tout ça, je l'ai lu dans le livre Un rien peut tout changer. Donc, c'est aussi Atomic Habits. Ça parle des habitudes, mais on peut faire un parallèle plus global sur notre comportement en société. Voilà, je te laisse avec ça. Merci de m'avoir écouté.